Au tribunal, mon ex a regardé le juge et a dit « Elle est instable. Elle ment à notre fille. Je veux la garde exclusive. » Le juge avait l'air convaincu. Je n'ai pas pu parler. Mais alors, ma fille de 7 ans s'est levée et a dit « J'ai apporté une vidéo du téléphone de papa. Je pense que le juge devrait la voir. » La salle est devenue complètement silencieuse. Au moment où l'écran s'est allumé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Au moment où mon ex a regardé la juge droit dans les yeux et a dit « Elle est instable. Elle ment à notre fille. Je veux la garde exclusive », j'ai senti l'air quitter mes poumons. Il a dit ça si calmement, comme s'il énonçait un fait. Et la juge, elle avait l'air de le croire. Je voulais parler, je voulais crier, pleurer, expliquer quelque chose, mais rien ne sortait. Je suis restée assise là, le cœur battant à tout rompre, figée sur cette chaise inconfortable du tribunal, pendant que l'homme qui me disait m'aimer me dépeignait comme un danger pour la seule personne que j'aime plus que tout au monde, ma fille. Mila était assise derrière moi, tenant la main de ma mère. Elle n'a que 7 ans, mais elle observait tout, ses grands yeux marrons fixés sur les miens. Elle pouvait le voir, le sentir. J'étais en train de me noyer et personne ne me lançait de bouée. Damon, mon ex-mari, portait un costume bleu marine, comme s'il s'apprêtait à donner une conférence TED. Calme, posé, parfaitement préparé. Le même homme qui me hurlait dessus dans la voiture pour une erreur de commande à emporter était maintenant assis devant une juge, ressemblant à l'image même de la responsabilité. Il était charmant, il l'avait toujours été. C'était ça, le problème. La juge m'a demandé si j'avais quelque chose à répondre. J'ai ouvert la bouche, mais seul un souffle tremblant en est sorti. Mon avocat m'a jeté un regard, silencieux. Le silence dans la salle d'audience était total. Mes mains tremblaient. J'étais sur le point de perdre ma fille, et j'avais l'impression que personne ne voyait ce qui se passait réellement. Puis j'ai entendu une voix, petite, claire et ferme, venant de derrière moi. « Madame la juge, j'ai apporté une vidéo du téléphone de papa. Je pense que vous devriez la voir. » Tout s'est arrêté. Le public s'est retourné. L'huissier avait l'air perplexe. Le visage de Damon est devenu blême. Et pour la première fois ce matin-là, la juge Harmon a semblé surprise. Mila s'est levée, tenant toujours sa tablette d'école rose à 2 mains. Elle ne pleurait pas. Elle n'avait pas peur. Elle semblait plus courageuse que je ne l'avais jamais vue. Elle s'est avancée vers l'avant, dépassant les bancs en bois, dépassant l'homme qui essayait de me l'enlever, et a tendu sa tablette à la juge. Je ne savais même pas qu'elle l'avait avec elle. Je ne savais pas ce qu'elle avait enregistré. Je ne savais même pas qu'elle savait comment enregistrer sur le téléphone de Damon, mais je savais que quelque chose venait de changer. La juge a pris la tablette. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. La voix de Mila était douce mais assurée. « C'est du week-end dernier. Papa a dit ces choses quand j'étais censé dormir, mais je ne dormais pas. Je l'ai entendu et il était vraiment en colère. Et je me suis dit, si vous ne croyez pas maman, peut-être que vous le croirez, lui. » Mon cœur s'est fendu. Ma fille avait fait ce que je ne pouvais pas faire. Elle s'était levée. Elle avait dit la vérité. Et soudain, la salle d'audience, l'endroit où je m'étais sentie la plus insignifiante, lui appartenait. Avant le tribunal, avant le costume et le silence et les yeux froids de la juge, avant la vidéo, il n'y avait que nous, moi et Mila. Notre appartement n'était pas grand. Il avait 2 chambres, une salle de bain, et le genre de plancher grinçant qui gémissait chaque fois qu'on le traversait après 22 heures. Mais Mila s'en fichait. Elle l'adorait. Elle l'appelait notre nid. Elle disait que les rideaux roses de sa chambre le faisaient ressembler à l'intérieur d'un nuage de barbe à papa. La plupart des soirs, elle s'allongeait sur son lit avec son pingouin en peluche pépère et me demandait de lire 2 histoires au lieu d'une. Je disais toujours oui. Je travaillais à domicile comme graphiste indépendante, ce qui rapportait juste assez pour nous maintenir à flot. Ma mère, Caroline, habitait à quelques rues et m'aidait à garder Mila quand j'avais des délais à respecter. C'est le genre de mère qui ne dit pas toujours la bonne chose, mais qui est toujours présente. Elle apportait des lasagnes à l'improviste, nettoyait ma salle de bain quand je ne regardais pas, et me disait « Tu t'en sors mieux que tu ne le penses, Aria ». Et pendant un temps, je l'ai cru. Mila avait 7 ans, intelligente, sensible et observatrice d'une manière qui mettait les adultes mal à l'aise. Elle posait des questions qui vous faisaient réfléchir à 2 fois avant de mentir. Une fois, elle m'a surprise en train de pleurer dans la cuisine tard le soir et n'a rien dit. Elle a juste apporté sa couverture et l'a enroulée autour de mes épaules. C'était le genre d'enfant qu'elle était. Notre truc préféré, c'était le bocal de la vérité.
Je l'avais commencé quand Damon et moi venions de nous séparer. Je lui avais dit que chaque fois qu'elle avait une question ou voulait parler de quelque chose de déroutant ou d'effrayant, elle pouvait l'écrire et le mettre dans le bocal. Nous lisions une note ensemble chaque soir. Certaines étaient idiotes. Pourquoi les gens ronflent? D'autres touchaient une corde sensible. Papa arrêtera-t-il de m'aimer si je reste avec toi? Je lui disais la vérité. Toujours, peu importe à quel point ça faisait mal. Le divorce n'avait pas été simple. Damon voulait le contrôle plus qu'il ne voulait la garde. Il avait accepté la garde partagée sur le papier, mais en pratique, il poussait pour obtenir plus. Il remettait en question chaque décision parentale que je prenais, critiquait ce que je lui donnais à manger, se plaignait si je la récupérais avec 2 minutes de retard. Et pendant ces week-ends, Mila rentrait renfermée et silencieuse. Parfois, elle ne me parlait pas du tout avant le mardi. Je l'ai mentionné au tribunal, mais Damon savait comment se présenter. C'était un ancien athlète universitaire devenu directeur commercial, le genre qui faisait rire les gens et se souvenait du nom de tout le monde. Il portait la confiance comme une seconde peau. En public, il n'était que sourire. En privé, il pouvait exploser pour un jus renversé ou un chargeur manquant. Je gardais des traces. Je documentais tout. Email, messages. J'avais un dossier rempli de textos où il m'accusait d'être instable, où il m'insultait avec des mots qu'aucun enfant ne devrait entendre son père utiliser à propos de sa mère. Mais je n'ai jamais montré ça à Mila. Je pensais la protéger. Un soir, après un retour particulièrement tendu, Mila m'a demandé si j'avais parfois peur de papa. J'ai marqué une pause. Elle a baissé les yeux sur ses céréales et a dit « Oui, mais je crois que je ne suis pas censé le dire. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fixé le plafond en me demandant si je l'avais laissé tomber en ne me battant pas plus fort, en essayant trop de maintenir la paix. Quelques semaines plus tard, Damon a demandé la garde exclusive. Il a dit que je nuisais émotionnellement à Mila, que je lui mentais à son sujet, que je ne pouvais pas lui offrir de stabilité. Son avocat a soumis des déclarations affirmant que j'étais erratique, peu fiable et mentalement inapte à la coparentalité. Quand j'ai lu ces documents, mes mains tremblaient. J'ai dû m'asseoir par terre. Caroline s'est assise à côté de moi, m'a tenu le poignet et a dit « Tu as la vérité. C'est suffisant. » Je voulais la croire, mais au tribunal, la vérité n'est pas bruyante. Elle est enfouie sous les preuves et tordue par la stratégie. L'avocat de Damon a brossé le portrait d'une femme en train de s'effondrer. Mon avocat m'a dit de ne pas montrer mes émotions, de ne pas parler sauf si on me le demandait, de ne pas interrompre. Mais à l'intérieur, je hurlais. Mila a tout vu. Chaque larme que j'essayais de cacher. Chaque fois que je chuchotais, tout va bien se passer, même quand je n'en étais pas sûr. Je ne savais pas qu'elle observait d'aussi près. Je ne savais pas qu'elle écoutait. Je ne savais pas qu'elle préparait quoi que ce soit. Elle n'avait que 7 ans. Mais d'une manière ou d'une autre, elle comprenait ce qu'aucun de nous n'avait dit à voix haute. Elle savait que la vérité comptait, et elle savait que le tribunal avait besoin de la voir par lui-même. L'audience pour la garde était fixée à un lundi matin. J'ai à peine dormi la nuit précédente. Mila s'était endormie en serrant Pépère, son pingouin en peluche, et je suis restée assise près de son lit jusqu'à l'aube, juste à la regarder. Ma poitrine était lourde, comme si quelque chose appuyait dessus. Je savais que ce n'était pas juste une affaire juridique. C'était un combat pour sa vie telle qu'elle la connaissait. Pour la seule chose dans laquelle j'avais investi chaque parcelle de moi-même pour la protéger. Ce matin-là, ma mère est venue avec nous. Elle portait son foulard d'église, celui en soie qu'elle ne sortait que lorsqu'elle avait besoin de courage. Je pense qu'elle savait qu'il ne m'en restait plus beaucoup. Mila portait une robe bleue avec des tournesols et avait mis sa tablette d'école dans son sac à dos comme d'habitude. Elle n'a pas dit grand-chose dans la voiture. Elle regardait juste par la fenêtre en fredonnant un air que je ne reconnaissais pas. Quand nous sommes entrés dans le palais de justice, Damon était déjà là. Il portait le même costume bleu marine que lors de notre dîner de répétition de mariage. Seulement cette fois, il n'y avait aucune chaleur derrière son sourire, juste du calcul. Son avocat se tenait à côté de lui, un presse-papier à la main, parfaitement soigné, parlant à voix basse d'un ton qui semblait répété. Damon s'est tourné et m'a regardé, puis Mila. Il a souri et a fait un signe de la main comme si de rien n'était. Mila n'a pas répondu à son signe. La salle d'audience ressemblait à une scène. Tout était poli et froid. Mon nom était sur la liste, celui de Damon aussi. Mais la personne jugée n'était pas seulement moi. C'était la version de moi qu'il avait créée sur papier. Quand la juge Harmon est entrée, la pièce est tombée dans une tension silencieuse. Elle était grande, d'âge moyen, et ne perdait pas de temps.
Elle a regardé directement l'avocat de Damon et a dit « Vous pouvez commencer ». Son avocat a commencé à peindre le tableau immédiatement. Il a décrit Damon comme un père stable. Il a mentionné son emploi stable, sa maison propre, ses efforts pour protéger Mila de l'imprévisibilité émotionnelle d'Aria. Il a présenté des textos échangés entre Damon et moi, complètement sortis de leur contexte. Dans l'un, je disais à Damon que j'étais dépassé et épuisé. Il a présenté cela comme une preuve d'instabilité mentale. Dans un autre, je lui demandais de ne pas élever la voix près de moi, cela a été tordu en une affirmation selon laquelle j'étais contrôlante et manipulatrice. Je suis restée assise là pendant que la personne avec qui j'avais partagé ma vie transformait tout ce que j'avais jamais dit en munitions. Damon a ajouté sa propre voix quand on le lui a demandé. « Elle ne va pas bien », a-t-il dit, calme et posé. « Elle dit à notre fille que je suis le méchant. Elle l'embrouille. Elle fait en sorte que Mila ait peur de moi. Je ne veux pas la lui enlever par dépit. Je fais ça pour la protéger. » La protéger. Ce mot m'a frappé comme une gifle. La juge Harmon m'a regardé. « Mademoiselle Lennox, avez-vous une réponse ?» J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Les mots étaient dans ma poitrine, martelant pour être libéré, mais ma voix m'a trahi. Mon cœur s'est emballé. Ma langue semblait lourde. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder Mila, assise derrière moi, ses petites jambes se balançant du banc. Elle m'a lancé un regard que je n'oublierai jamais, inquiète, mais pas effrayée. Mon avocat s'est raclé la gorge et a offert une faible réponse sur ma résilience émotionnelle et sur le fait que le sentiment d'être dépassé est une partie naturelle de la parentalité solo. Ce n'était pas suffisant. Cela n'effleurait même pas la surface de ce qui se passait réellement. Personne n'a mentionné la fois où Damon m'a insulté au téléphone alors que Mila était dans la pièce. Personne n'a demandé pourquoi Mila avait recommencé à faire pipi au lit après ses week-ends chez lui. Rien de tout cela n'a trouvé sa place dans leur version de l'histoire. La juge a hoché légèrement la tête, griffonnant des notes. Et puis Damon s'est levé à nouveau et a dit « Madame la juge, je veux la garde exclusive. Je crois que ma fille subit un préjudice émotionnel et je ne pense plus que la garde partagée soit dans son meilleur intérêt. » J'ai senti les murs se refermer, ma respiration se raccourcir, mes mains serraient les accoudoirs de ma chaise. J'ai de nouveau regardé Mila, incertaine de la façon dont je pourrais la protéger de ce qui se déroulait juste devant elle. C'est alors que Mila a lâché la main de ma mère, s'est levée et s'est avancée. Elle n'a pas demandé la permission. Elle n'a pas hésité. « Madame la juge, dit-elle, j'ai apporté une vidéo du téléphone de papa. Je pense que vous devriez la voir. » La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Damon est devenu inexpressif. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Je me suis retourné sur mon siège, les yeux écarquillés. Mila se tenait là, tenant sa tablette d'école, les épaules droites, la voix ferme. La juge Harmon l'a regardée. « Excusez-moi » Mila a levé un peu plus haut la tablette. « C'est du week-end dernier. Il ne savait pas que j'étais réveillée, mais je l'étais. J'ai entendu ce qu'il a dit et j'ai pensé que ça pourrait être important. » Personne n'a parlé. Ni Damon, ni son avocat, ni la juge. Et pour la première fois depuis le début de l'audience, j'ai senti quelque chose basculer. Mila avait apporté plus qu'une vidéo, elle avait apporté la vérité dans la pièce, et tout le monde l'a senti. Mila se tenait au centre de la salle d'audience, tenant sa tablette comme un bouclier. Sa robe à tournesol semblait une taille trop petite, l'ourlet effleurant ses genoux, mais elle ne gigotait pas. Elle ne cherchait pas de réconfort du regard derrière elle. Elle se tenait seule, face à la juge. « J'ai apporté une vidéo du téléphone de papa », répéta-t-elle. « Je pense que vous devriez la voir. » La juge Harmon a jeté un coup d'œil à l'huissier. « Apportez-la ici », dit-elle. Mila a fait les quelques pas nécessaires et a remis l'appareil à l'huissier, qui l'a ensuite donné à la juge. Le silence s'étendit dans la pièce comme une corde raide. La mâchoire de Damon était serrée, ses lèvres pincées en une ligne fine et illisible. Son avocat regardait de lui à la tablette, puis de nouveau à lui. Aucun d'eux ne bougeait. La juge a tourné l'écran vers elle et a appuyé sur le bouton de lecture. Pendant un instant, il n'y eut rien, juste le son d'un bruit ambiant, le genre de bourdonnement lointain qu'on entend tard la nuit quand le monde extérieur s'est tu. Puis vint sa voix, forte, dure, pas le ton lisse et composé qu'il avait utilisé quelques minutes plus tôt au tribunal. C'était indubitablement Damon. Il criait « Tu te crois si maligne, hein ? Vas-y, essaie de le dire à quelqu'un. Tu verras ce qui se passera. Tu finiras dans un foyer d'accueil, et ne crois pas que ta précieuse mère pourra te sauver. Elle est pathétique.
On entendit une chaise racler, une assiette s'écraser. La voix de Mila, basse et effrayée, murmura « Je suis désolé ». Il la coupa, ne répond pas. Tu as de la chance que je te laisse même venir. Si tu lui dis un mot, je jure. La juge a appuyé sur pause. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle est restée assise là, fixant l'écran figé. Damon s'est agité sur son siège. Son avocat s'est penché, lui chuchotant quelque chose rapidement. Paniquée, mais la juge a levé la main pour le faire taire. « D'où vient ceci ?» demanda-t-elle, sa voix égale. Mila répondit sans hésitation, il a laissé son téléphone sur le canapé. Je l'ai entendu crier. J'ai voulu l'enregistrer. J'avais peur, mais je me suis dit que si quelqu'un l'entendait, peut-être qu'il me croirait, moi et maman. Ma poitrine s'est serrée. Ma fille avait eu peur. Elle avait élaboré un plan et l'avait mené à bien avec plus de courage que la plupart des adultes que je connais. Je voulais courir vers elle, l'enlacer, lui dire qu'elle n'aurait jamais dû avoir à faire tout ça. Mais je suis resté sur mon siège, parce que ce moment lui appartenait. Damon prit la parole, sa voix soudainement forcée et défensive. « Madame la juge, cet enregistrement est totalement sorti de son contexte. Je la disciplinais. Elle se comportait mal et... »« Assez, » dit la juge. Sa voix n'était pas forte, mais elle a tranché la pièce comme une lame. Damon s'est tu immédiatement. La juge Harmon s'est tournée vers Mila. « Merci d'avoir été courageuse, » dit-elle. « Tu peux retourner à ta place. » Mila a hoché la tête et est retournée s'asseoir. C'est pas plus lent maintenant, le poids du moment commençant à peser sur ses épaules. Ma mère l'a prise sur ses genoux et l'a serrée fort. La juge m'a regardé. « Mademoiselle Lennox, avez-vous autre chose à ajouter ?» Cette fois, j'ai trouvé ma voix. « Non, madame la juge. Je pense que ma fille a tout dit. » La juge a hoché la tête une fois, puis s'est adossée à son fauteuil. Elle a fermé les yeux un instant, puis les a rouverts et a balayé la salle d'audience du regard. À la lumière de cette preuve, j'ordonne un examen immédiat de toutes les dispositions relatives à la garde. En attendant l'issue de cet examen, la garde provisoire exclusive est accordée à mademoiselle Lennox. Droit de visite supervisé uniquement pour monsieur Blake. Huissier, veuillez escorter monsieur Blake hors de la salle d'audience jusqu'à nouvel ordre. Damon se leva, abasourdi. « Vous ne pouvez pas être sérieuse ? » « Monsieur, » dit l'huissier en s'avançant. Il semblait vouloir protester, mais au lieu de cela, Damon se retourna et sortit, son avocat se dépêchant derrière lui. La salle d'audience se vida lentement après cela, mais nous sommes restés assises. Mila était silencieuse, la tête appuyée contre l'épaule de ma mère. Je me suis finalement levé et me suis approché d'elle, m'agenouillant à côté d'elle. « Tu as été si courageuse, ai-je dit. » Elle a hoché la tête mais n'a pas parlé. Je pouvais voir que ça la frappait maintenant, le poids de ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas seulement dit la vérité. Elle avait tenu tête à quelqu'un qui avait passé des années à lui apprendre à se taire. Et ce faisant, elle avait tout changé. Au moment où Damon est sorti de cette salle d'audience, sous la surveillance de l'huissier, toute l'atmosphère a changé. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce où nous retenions tous notre souffle. Je pouvais enfin inspirer. Pas complètement détendu, mais assez pour me souvenir que j'avais encore une voix, un battement de cœur. La juge a quitté son siège peu après avoir rendu sa décision. Son expression n'a jamais changé, mais j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux quand elle a regardé Mila. Une reconnaissance tranquille, pas de pitié, pas de surprise, du respect. J'ai rassemblé nos affaires lentement, mes doigts tremblant légèrement alors que je rangeais le sac de Mila. Elle était toujours blottie dans les bras de ma mère, épuisée mais alerte. Sa tablette reposait à côté d'elle sur le banc. L'écran toujours sombre après la vidéo. J'ai tendu la main vers elle. « Tu veux venir avec moi ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête et a glissé du banc. Alors que nous sortions de la salle d'audience, les gens nous regardaient. Quelques-uns ont détourné le regard rapidement. D'autres ont soutenu notre regard plus longtemps. Une femme a articulé le mot « courageuse » alors que nous passions devant elle. Devant les portes de la salle d'audience, je me suis agenouillé à la hauteur de Mila. Mes mains reposaient doucement sur ses bras. « Est-ce que ça va ?» Elle a haussé les épaules, puis a finalement dit « Je ne voulais pas le faire, mais je devais le faire. »« Je sais, » ai-je dit. « Je suis si fière de toi. Tu n'aurais pas dû avoir apporté ça toute seule. » Elle a baissé les yeux vers le sol. Je ne savais pas s'ils allaient me croire. Ma gorge s'est serrée. Ils t'ont cru. Parce que tu as dit la vérité et parce que tu as été assez forte pour te lever quand personne d'autre ne le pouvait. Mila a levé les yeux vers moi, ses yeux brillants de larmes silencieuses.
Est-ce que ça veut dire que je n'ai plus à retourner chez papa? Je l'ai serrée dans mes bras, la tenant aussi fort que possible sans la briser. Tu es en sécurité. C'est ce qui compte. Les officiers du tribunal nous ont donné quelques instructions supplémentaires, y compris un calendrier de supervision temporaire pour Damon. Il serait évalué par un conseiller désigné par le tribunal avant tout accès ultérieur à Mila. Ce n'était pas fini. Il y aurait d'autres audiences, d'autres documents, d'autres jours dans des salles d'audience qui ressemblaient à des champs de bataille. Mais le plus dur était derrière nous. Cet après-midi-là, nous sommes allés directement chez ma mère. Je ne voulais pas être seul. Je ne voulais pas que Mila retourne à notre appartement et ressente le silence qui résonnait parfois trop fort dans les petits espaces. Ma mère a fait de la soupe, même s'il faisait chaud dehors. Elle faisait toujours de la soupe les jours chargés en émotions. Elle disait que ça lui donnait quelque chose à remuer quand tout le reste semblait hors de contrôle. Mila s'est assise à la table de la cuisine, dessinant avec des crayons de couleur pendant que je remplissais d'autres documents judiciaires sur le canapé. À un moment donné, elle s'est approchée et m'a tendu ce qu'elle avait fait. C'était un dessin de 2 mains tenant un cœur. En dessous, elle avait écrit en grosses lettres inégales « La vérité est courageuse ». J'ai pleuré alors. Pas le genre de pleurs silencieux et cachés, mais le genre qui vient du fond de la poitrine quand la douleur a enfin trouvé sa sortie. Mila n'a rien dit. Elle s'est juste assise à côté de moi, appuyant sa tête contre mon bras. Ce soir-là, avant de dormir, nous sommes retournés à notre bocal de la vérité. Il avait pris la poussière pendant quelques semaines. Je le tenais sur mes genoux pendant que Mila était assise en face de moi sur son lit. « Tu veux commencer ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête et a pointé la note pliée sur le dessus. Je l'ai ouverte et j'ai lu à voix haute « Qu'est-ce qui se passe quand la vérité blesse les gens ?» J'ai levé les yeux vers elle. « C'est toi qui as écrit ça ?» Elle a hoché la tête. Sa voix était basse. Je ne voulais pas blesser papa. Je ne voulais juste plus avoir peur. J'ai tendu la main et pris la sienne. La vérité peut blesser parfois, mais le silence blesse davantage. Ce que tu as fait aujourd'hui n'a blessé personne. Tu t'es protégé. Tu nous as protégés. Ce n'est pas mal. Elle a fixé le bocal pendant quelques secondes, puis a murmuré. Je pense qu'on devrait continuer à faire ça. Nous le ferons, ai-je dit. Chaque soir. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, je suis allé dans le salon et je me suis tenu près de la fenêtre. Les lampadaires vacillaient dehors. Les voitures passaient. La vie continuait. Mais tout à l'intérieur de notre monde avait changé. Damon ne contrôlait plus le récit. Il ne contrôlait plus la voix de Mila. Et pour la première fois depuis le divorce, j'ai senti que je pouvais respirer profondément, sachant que je n'étais plus seul dans ce combat. Ma fille était entrée dans un monde bien trop lourd pour son âge. Et elle n'a pas seulement survécu, elle l'a changé. L'audience finale pour la garde a eu lieu 4 semaines après le jour où Mila s'est levée au tribunal. À ce moment-là, tout avait changé. Le conseiller désigné par le tribunal qui a interrogé Damon a déposé un rapport détaillé. Il décrivait un comportement contrôlant, une instabilité émotionnelle et un manque préoccupant d'empathie pour le bien-être de Mila. Il a tout nié, bien sûr, mais la vidéo parlait plus fort que n'importe lequel de ces mots n'aurait jamais pu le faire. Combiné à la déclaration de Mila, c'était suffisant pour que le tribunal lui retire ses droits de garde non supervisés. Quand la juge a lu sa décision finale, je suis resté assise tranquillement, retenant à nouveau mon souffle. Mais cette fois, ce n'était pas par peur. C'était par espoir. La garde physique et légale exclusive m'a été accordée. Damon aurait des visites strictement supervisées 2 fois par mois dans un centre neutre avec des professionnels formés. Il n'y aurait plus de nuitées, plus de portes closes ou de week-end, plus de menaces chuchotées. La voix de Mila avait brisé cette illusion pour toujours. Nous avons quitté le palais de justice en silence ce jour-là. Mila tenait ma main alors que nous descendions les longues marches à l'extérieur. Ma mère marchait à côté de nous, son sac à main se balançant contre sa hanche, les yeux scrutant le trottoir à la recherche de Damon, bien que nous sachions qu'il ne s'approcherait pas. Il ne m'avait pas parlé depuis la première audience. Ça m'allait très bien. Plus tard dans la soirée, nous sommes allés dans un petit restaurant que Mila adorait, celui avec les banquettes rouges et les crêpes en forme d'animaux. Elle s'est assise en face de moi et a demandé « C'est fini maintenant ?» Je n'ai pas menti. « C'est plus sûr maintenant ?» ai-je dit. Nous n'avons pas fini de grandir à travers ça, mais nous n'avons plus peur. Elle a hoché la tête et a remué son lait au chocolat avec sa paille. Je suis contente d'avoir dit. Moi aussi.
Il y a des jours où je revois encore la salle d'audience dans ma tête. La façon dont le visage de Damon a changé quand Mila a parlé. La façon dont sa voix, claire et calme, portait plus de poids que n'importe quel argument juridique avancé ce jour-là. Ma fille m'a rappelé que la force ne vient pas toujours du fait de crier plus fort. Parfois, elle vient du courage de parler quand on n'est pas sûr que quelqu'un écoutera. Dans les semaines qui ont suivi la décision finale, j'ai recommencé la thérapie. Non pas parce que je m'effondrais, mais parce que j'avais enfin l'espace pour traiter ce que j'avais survécu. J'ai réalisé que j'avais passé si longtemps à essayer de rester à flot que je n'avais jamais réappris à me sentir en sécurité. Cela prendrait du temps, mais maintenant j'avais le temps. Mila a commencé à dessiner davantage. Ses croquis ont changé. Avant, ils étaient pleins de maisons sans fenêtres et de ciels orageux. Maintenant, elle dessine des arbres avec des racines et des enfants qui se tiennent la main. Elle a dessiné une image du bocal de la vérité et l'a scotché au mur de sa chambre. Chaque soir, elle me rappelle de le vérifier. Un soir, j'ai sorti une note qui disait « Est-ce que les gens courageux ont encore peur ?» J'ai souri et lui ai dit oui. Ils ne laissent juste pas la peur être la fin de l'histoire. Elle en a écrit une autre quelques jours plus tard « Est-ce que les enfants peuvent aussi protéger les adultes ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Tu l'as fait ». Je raconte cette histoire parce qu'il y a des femmes en ce moment même, assises en silence, se demandant si la vérité sera jamais suffisante, se demandant si quelqu'un les croira plutôt que la personne qui sait comment jouer la bonne version d'elle-même en public. Je raconte cette histoire parce que parfois la vérité ne vient pas d'un avocat ou d'une argumentation au tribunal. Parfois, elle vient d'un enfant qui a vu plus qu'il n'aurait dû et qui décide que rester silencieux n'est plus une option. Je pensais qu'être une bonne mère signifiait protéger Mila de tout ce qui est dur et douloureux. Maintenant, je sais que cela signifie être à ses côtés à travers tout ça, lui apprendre à dire la vérité, la laisser me voir pleurer, puis lui montrer à quoi ressemble le fait de se relever. Nous avons encore nos jours difficiles, mais ils ne nous définissent pas. Nous ne sommes pas les versions effrayées de nous-mêmes dans lesquelles Damon a essayé de nous piéger. Nous sommes bruyantes quand nous devons l'être. Nous sommes silencieuses quand nous choisissons de l'être. Et nous sommes libres. Mila nous a sauvés toutes les deux ce jour-là. Elle n'a pas seulement apporté la vérité dans cette salle d'audience. Elle a apporté la lumière. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression de la perdre. J'ai eu l'impression de la rencontrer pour la première fois. Si vous êtes toujours là, merci d'avoir écouté. Ce n'était pas une histoire facile à raconter, mais je crois que des histoires comme celle-ci doivent être racontées, parce que quelque part, une autre mère est assise en silence, pensant que personne ne la croira. Et peut-être qu'elle avait juste besoin d'entendre ça. Si cette histoire vous a ému, s'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, et laissez un commentaire. Je les lis et ils signifient plus que vous ne le pensez. Et si vous voulez entendre plus d'histoires vraies, brutes, honnêtes et pleines de cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y en a d'autres à venir. Merci encore d'être là. Restez courageux, restez bienveillants, et n'oubliez jamais que la vérité compte.